Alors bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Merci de me suivre et de m'accompagner pour cette petite série sur la chute d'Anne Boleyn qui nous amène au 19 mai, le jour de son exécution. Nous avons commencé cette série le 1er mai et depuis je vous raconte chaque jour les événements qui se sont succédés pour que l'on comprenne bien pourquoi et comment on en est arrivé à l'exécution de la reine le 19 mai. Anne Boleyn était la deuxième reine du roi Henri VIII et elle avait été accusée d'adultère avec 5 hommes et d'inceste avec son frère. Ces hommes-là ont été décapités la veille, le 17 mai. Je vous ai raconté cette triste histoire dans la chronique vidéo d'hier. Et aujourd'hui, eh bien, ce 18 mai devait être le jour de l'exécution de la reine. Alors devait être, parce qu'en réalité, elle n'a pas été décapitée le 18 mai, mais elle a été décapitée le 19, le lendemain, et je vous raconte pourquoi. Tout d'abord, il faut savoir que la reine avait été terriblement choquée la veille en apprenant la mort de son frère et des 4 hommes qu'elle considérait vraiment comme innocents dans toutes ces accusations, dans cette affaire qui la poursuivait depuis de nombreux jours maintenant. On sait très bien que Thomas Cromwell, le premier ministre du roi Henri VIII, était le bras armé du roi qui souhaitait absolument se débarrasser d'elle pour pouvoir épouser une autre jeune femme dont il était amoureux et qui était une jeune femme qui était dame de compagnie d'Anne Boleyn et qui s'appelait Jane Seymour. Donc, comme les hommes dont nous venons de parler, eh bien, Anne Boleyn avait été condamnée à mourir et mourir par la mort des femmes traîtresses, c'est-à-dire à être condamnée à brûler vive. Mais dans sa grande mansuétude, ce sont les textes de l'époque qui le disent, ce sont les chroniqueurs de l'époque qui le rapportent, le roi a commuté sa peine en décapitation, en exécution, et Anne Boleyn avait demandé à être exécutée à la française par un bourreau français qui utilisait l'épée et non par la hache anglaise dont elle savait que toutes les exécutions ne réussissaient pas du premier coup et qu'elles pouvaient être effroyables. Alors justement, dans la nuit du 17 au 18 mai, eh bien, Anne Boleyn a passé sa nuit en prière avec son aumônier, John Skipp. Elle a énormément prié pour son exécution. Alors, le bourreau venait de France. Dans les textes historiques, on nous dit que c'était le bourreau de Calais ou de Saint-Omer. Nous n'avons absolument aucune trace historique là-dessus. Ça fait très longtemps que je cherche des éléments. J'ai contacté des sociétés historiques d'ailleurs de Calais, de Saint-Omer. En réalité, les éléments que nous avons, c'est qu'il est dit que c'était un bourreau de Calais ou de Saint-Omer, mais certainement qu'il venait de Calais, qu'il avait pris le bateau pour arriver en Angleterre par Calais, mais on ne sait pas du tout qui il était. Les bourreaux n'étaient pas nommés, nous n'avons absolument pas de détails supplémentaires sur lui. On n'aimait pas les bourreaux, ils étaient rejetés de la société, ils étaient les exécuteurs des hautes œuvres, ils donnaient la mort, donc c'était vraiment des gens dont on ne voulait pas parler et probablement qu'on n'a pas écrit qui il était. Il a été payé pour exécuter la reine Anne Boleyn et il est venu. Mais alors pourquoi la reine Anne Boleyn n'a pas été exécutée le 18 mai comme cela était prévu? Eh bien tout simplement parce que ce bourreau a eu du retard et qu'il n'a pas pu arriver pour le 18 mai et qu'il n'est arrivé que le lendemain. Alors le connétable de la Tour de Londres, William Kingston, ne l'a pas dit tout de suite à Anne Boleyn, mais quand il est venu la trouver dans sa chambre pour lui dire que l'exécution était reportée au lendemain, eh bien ce fut pour elle une déception incroyable. Une déception parce qu'elle s'était préparée à mourir, parce que les tensions devaient être invivables depuis plusieurs jours. Elle pleurait, elle ne dormait plus, elle était accusée injustement, donc c'est effroyable quand on a affaire à une injustice, et puis en plus elle savait qu'elle allait mourir, donc plutôt ce serait mieux ce serait. Son frère et les 4 autres hommes avaient déjà été exécutés la veille, donc pour elle c'était vraiment effroyable. Alors ce que l'on sait, c'est que ce jour-là, son ami, l'archevêque de Canterbury, Thomas Cranmer, est revenu la voir pour entendre sa dernière confession, et qu'Anne Boleyn a demandé à avoir un témoin lors de cette confession et qu'elle a fait venir le connétable de la tour, William Kingston.
et qu'elle a juré par 2 fois être totalement innocente des crimes dont elle était accusée avant la confession et après la confession. Alors Anne Boleyn, comme Catherine d'Aragon, était une femme profondément croyante et elle n'aurait absolument pas damné son âme si elle avait su qu'elle racontait un mensonge. Elle se prétendait innocente, donc les théories des historiens actuels qui ont dénoué en fait cette forme de complot, parce qu'il n'y a pas d'autre mot concernant la chute d'Anne Boleyn et son exécution, ont bien précisé que, au vu de ses croyances religieuses, au vu de son comportement, il est évident qu'au moment de mourir, Anne Boleyn n'aurait pas risqué les enfers, elle n'aurait pas risqué de damner son âme et qu'elle aurait plutôt demandé pardon comme une pauvre pécheresse et qu'elle serait morte comme ça alors que jusqu'au bout elle a prétendu être innocente, elle a prétendu que les hommes accusés étaient innocents et elle a demandé un témoin avant et après avoir pris le Saint-Sacrement, le corps du Christ, donc l'Eucharistie, ce qui était quand même quelque chose de vraiment très sérieux. Et elle a donc laissé cette image à la postérité de quelqu'un qui mourait et qui se disait vraiment totalement innocente. Alors ça n'a pas été cru immédiatement, hein, à l'époque où Anne Boleyn a été décapitée, et puis après par les chroniqueurs de l'époque, notamment le grand auteur littéraire Shakespeare, qui a écrit sur elle, et d'autres auteurs qui l'ont beaucoup salie, mais avec les nouveaux historiens contemporains qui recherchent dans les archives et qui cherchent à réhabiliter l'image réelle, hein, au plus juste possible de ce que pouvaient être les personnages historiques, eh bien, on a eu des thèses complètement différentes et pour ma part, cela fait 25 ans que j'étudie cette histoire de l'histoire d'Angleterre et des Tudors et que j'en suis passionnée. C'est une théorie que j'accepte complètement et que je défends totalement. Vous le savez, je le dis souvent dans mes vidéos, quand on parle de personnages historiques, il faut s'en tenir aux faits, mais il faut être au plus juste possible. Et je me dis toujours que quand je parle d'un personnage historique, s'il était là, derrière moi, à côté de moi, au moment où j'en parle, je voudrais qu'il puisse se dire que oui, ce que je raconte, c'est au plus juste de ce que je sais, c'est au plus juste de ce qui a été. Seulement maintenant, je vous l'ai déjà dit, l'histoire c'est comme un puzzle, il nous manque toujours des pièces. Et on n'a pas tous les éléments et c'est ce qui fait aussi le côté passionnant de notre métier parce qu'on n'arrête jamais de chercher, de lire, de travailler. On lit un bouquin, ce bouquin nous donne des informations et paf, ça nous donne envie d'aller trouver un autre bouquin, d'autres sources, d'autres éléments et ça c'est juste extraordinaire. Voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain pour le dernier événement tragique de notre série, puisque ce sera le jour de l'exécution de cette pauvre Anne Boleyn.